Chaque soir, sur TV Liberté, vous pouvez suivre notre journal quotidien. La loi Avia restreignant les libertés sur Internet a été votée par l'Assemblée nationale et plus le temps passe, plus la liberté d'expression est raccourcie par le pouvoir. Il y a 2 ans déjà, TV Liberté subissait un coup dur. Notre chaîne YouTube, propriété de Google, était fermée. Malgré cela, grâce au soutien des donateurs de TV Liberté, grâce aux téléspectateurs, nous sommes parvenus à tenir bon. Mais la censure s'exprime désormais avec une forme plus insidieuse. Ainsi, notre page Facebook, avec plus de 200 000 mentions j'aime, subit des attaques de la part des organismes vérificateurs, le Décodex du Monde ou Check News de Libération. Avec partialité, ils jugent nos contenus et les signalent comme indésirables dès lors qu'ils ne conviennent pas à leur prêt-à-penser. Dès lors, nos publications sont déréférencées par la plateforme. En d'autres termes, Facebook fait en sorte que nos contenus n'apparaissent plus ou presque dans les fils d'actualité. Il nous étouffe. TV Liberté a pourtant su maintenir le cap tout au long de cette crise inédite. Nous sommes parvenus à mener à bien notre mission de service public, parfois, je dois bien l'avouer, dans des conditions difficiles. Mais nous avons tenu bon pour vous. Mais nous le savons, il faut se préparer à d'autres démonstrations de force de la part des géants du numérique. Alors nous devons adopter une attitude de résistance face à ceux qui refusent les informations qui ne plaisent pas au système. Et il y a des méthodes. Il faut forcer les algorithmes à nous rendre visibles. Si nous ne pouvons pas encore changer le système, eh bien il faut s'en servir. Utiliser leurs outils pour les retourner en notre faveur. Il faut avoir les bons réflexes, vous pouvez le faire en partageant massivement nos publications et nos vidéos, en ajoutant systématiquement des commentaires et bien sûr en aimant les contenus avec le fameux pouce en l'air. Et puis bien sûr, il faut vous inscrire à la newsletter, la lettre d'information de TV Liberté. Ainsi, vous recevrez toutes les actualités de la chaîne et nous ne serons plus tributaires des géants du numérique américains pour maintenir le lien, ce lien que nous avons tissé. Alors dès à présent, soutenez TV Liberté en appliquant nos propres gestes barrières avec des clics, des partages et puis bien sûr avec vos dons. Parce qu'ensemble, et seulement ensemble, nous serons solides. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors n'oubliez pas de partager au maximum cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou qui compte bientôt près de 20 000 abonnés. Au sommaire cette semaine, nous verrons d'abord que le film Autant en emporte le vent est menacé de censure pour racisme. Un événement qui en dit long sur l'état de la société occidentale. L'offensive des minorités raciales. En France, la mort de George Floyd et l'affaire Adama Traoré n'en finissent pas de provoquer des réactions politiques et médiatiques délirantes. Nous passerons en revue l'ensemble des événements de la semaine liés à ces affaires. Julien Audoul vilipendé pour avoir traité Adama Traoré de racaille. Zemmour attaqué par une gilet jaune. Nous reviendrons comme d'habitude sur l'actualité médiatique de la semaine. Les émeutes à l'international, le Covid-19 à la trappe. Le monde entier est touché par une nouvelle épidémie, manifestations et émeutes raciales se multiplient, et les médias, auparavant très critiques des personnes s'opposant au confinement, semblent ne pas reprocher aux émeutiers leur irrespect des gestes barrières. Immédiat numéro 302 avec Jean-Yves Le Gallou, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien, c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est l'affiche du film Autant en emporte le vent. Alors Autant en emporte le vent, c'est un monument du cinéma, c'est un grand film d'amour, c'est le film le plus vu de l'histoire du cinéma. Sauf que Autant en emporte le vent, ça se passe pendant la guerre de sécession et plutôt du côté sudiste. Donc c'est vraiment très mal parce que évidemment on a une histoire en noir et blanc où il y aurait les gentils nordistes et les méchants sudistes. La réalité est évidemment plus compliquée et donc c'est pour cela qu'on veut supprimer ce grand film. Alors je dis
à ceux qui s'intéressent d'ailleurs à l'histoire de la guerre de sécession, ils peuvent aller voir le film d'abord avant qu'il soit complètement retiré. Et puis ils peuvent aussi lire ce livre de Dominique Vénère, Le blanc soleil des vaincus, qui donne une vision, je crois, très complète de la guerre de sécession et non pas la vision caricaturale qu'on voudrait nous imposer et nous donner. Alors effectivement, c'est HBO qui a donc voulu retirer de son catalogue le film, puis qui l'a remis avec une contextualisation, voilà. Et cet événement a provoqué des remous. Alors, dans les salles de rédaction, globalement, en off, les journalistes s'étaient un peu scandalisés devant l'ampleur de la chose. On a des prises de parole publiques, par exemple celle de Clément Veil-Rénal, ou encore de Éric Nolot qui déclare que le délire idéologique a encore franchi un cap. Mais on a aussi des hommes des médias qui se réjouissent de cette décision, avec par exemple Gilles Verdez, qui déclare « Formidable décision, à la fois indispensable et symbolique. Tout ce qui empêche l'évolution des mentalités doit être banni. Ce n'est pas une réécriture de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle histoire. » Voilà, alors on est dans la logique de 1984, parce qu'il nous dit c'est pas la réécriture de l'histoire, c'est une nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle histoire, sinon la réécriture de l'histoire ? Et c'est vraiment la démarche orwellienne. On réécrit le passé pour imposer le futur. On change ce qui est dans les têtes. C'est évidemment extrêmement préoccupant. C'est une démarche purement totalitaire et qui est conduite par les médias, parce que tout ça n'est possible que parce qu'il y a actuellement un délire idéologique absolu, quoi. Et ce qui est intéressant, Jean-Yves, c'est qu'on voit également un mouvement du même ordre sur plusieurs éléments, et notamment les statues qui sont abattues un peu partout dans le monde, notamment en Angleterre et aux États-Unis, des statues qui représenteraient des esclavagistes, etc. Et donc qui sont abattues. On a l'impression de voir Daesh à l'œuvre, quoi, en fait. Oui, c'est Daesh à l'œuvre. Hein. C'est un mouvement iconoclaste, comme il y en a dans certaines périodes de l'histoire, comme il y en a dans les mouvements révolutionnaires. Et on s'apprête à s'attaquer en France à quand même de grandes figures, puisque la Ligue de défense noire africaine veut s'attaquer à Colbert, veut s'attaquer à Napoléon, veut s'attaquer à De Gaulle. Voilà. Alors De Gaulle, c'est vrai, il disait « Quand une communauté se plaint du racisme, c'est qu'elle est porteuse de désordre ». Eh bien, je crois que De Gaulle a raison. Sur ce plan-là, en tout cas, et qu'il ne faut sûrement pas abattre tous ces statuts, car c'est notre histoire, c'est notre mémoire, et encore une fois, l'histoire, elle n'est jamais en noir et blanc, et on ne juge pas les hommes d'il y a 2 siècles, ou d'il y a 3 siècles, ou même d'il y a 50 ans, en fonction des critères contemporains et de l'émotion liée à un délire médiatique. Ouais, effectivement, on peut rappeler que De Gaulle, c'était celui qui disait, effectivement, et qui tenait des propos qu'on pourrait qualifié de raciste, effectivement, quand il déclarait notamment « C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité, sinon la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » Ben voilà. D'ailleurs, c'est une déclaration que Perfit a repris de Gaulle, mais on trouve exactement la même déclaration à l'ouverture, c'est pas rien, à l'ouverture des 3 tomes des Mémoires d'Espoir. Il dit absolument la même chose, enfin de manière un peu plus littéraire. Voilà, écoutons De Gaulle alors. Et pour finir sur cette histoire de statut, un statut Facebook pour le coup, un statut Twitter, pardon, de Julien Rochdy. Il y a ceux qui détruisent les statuts et il y a ceux qui en ont. C'est une phrase assez violente, mais qui malgré tout est assez révélatrice. Oui. Passons au premier sujet en France, l'offensive des minorités raciales. Cette semaine, les événements médiatiques révélateurs d'une offensive des minorités raciales en France ont été nombreux. Nous allons donc étudier plusieurs de ces événements, en commençant par les retombées de la mort de George Floyd aux États-Unis, avec Jean-Yves, cette image incroyable, celle de Jean-Luc Mélenchon à genoux pendant 8 minutes 46, place de la République. Ah oui, pour un insoumis, se mettre à genoux et rester 8 minutes à genoux tout de même, il s'agenouille devant les gens dont il va solliciter les suffrages, parce qu'aujourd'hui, Mélenchon, c'est l'élu des minorités.
dans 5 ans ou dans 10 ans, si les minorités sont toujours là, jetteront Mélenchon comme un vieux Kleenex et ils éliront des gens issus eux-mêmes de ces minorités. Mais bon. En tout cas, c'est une séquence médiatique très Mélenchon, forte. on le verra peut-être pas, mais Quatennens et toute sa petite bande de pseudo-insoumis, c'est comme ça que ça se terminera pour eux. En tout cas, ils étaient à genoux. Et ce qui était amusant, eh bien que c'était une manifestation qui avait lieu en pleine épidémie du Covid-19. Alors, pourquoi une telle possibilité en pleine épidémie ? Eh bien, la réponse dans la bouche de Christophe Castaner, interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur l'interdiction ou non de la manifestation contre le racisme. Est-ce que ces manifestations sont autorisées ? Alors, elles ne le sont pas. Mais comme je l'ai dit hier dans mon discours, je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. J'invite chacun à faire attention à pratiquer les gestes barrières, mais nous ne souhaitons pas réaffirmer l'interdiction qui est de droit, qui est de fait, et il n'y aura pas de sanction et de procès-verbal pour la participation à cette manifestation, parce qu'il y a des moments, il faut comprendre que cette émotion-là, et je le redis, qui est une émotion forte, positive, elle puisse être soutenue. Se combattre contre le racisme, c'est ce qui m'a fait, moi, comme militant, comme jeune homme, comme militant. C'est ce qui m'a fait aussi dans mon engagement politique, dans certaines de mes décisions politiques. Et donc je comprends parfaitement ceux qui veulent manifester. Alors il y a 3 choses dans ce que nous dit Castaner. C'est une manifestation théoriquement interdite, mais tout à fait tolérée, comme d'autres d'ailleurs, c'est pas la seule. Hein. L'émotion mondiale dépasse les règles juridiques. Or, qu'est-ce que c'est que l'émotion mondiale ? C'est quelque chose qui est fabriqué. Amplifié. Et 3e élément, il nous explique qu'est-ce qui l'a fait, lui, le joueur de poker, c'est l'antiracisme. Et effectivement, on voit très bien que l'antiracisme l'emporte sur tout, parce que l'antiracisme, c'est pas seulement l'idéologie dominante, c'est l'idéologie unique. Et au nom de l'antiracisme, tout est bousculé. Y compris d'ailleurs les règles sanitaires dont on nous expliquait qu'il fallait les appliquer de la manière la plus stricte possible il y a encore une 8aine de jours, mais face à l'antiracisme. Plus de normes sanitaires, plus de normes juridiques, l'émotion qui gouverne, tout simplement. Alors, les manifestations de ce week-end étaient donc autorisées, donc on va nous y intéresser. Interdites mais tolérées. Oui, interdites mais tolérées, effectivement. Ah oui, mais enfin bon, attention. autorisées, on va dire, officieusement. Et il y avait une manifestation qui a beaucoup fait parler d'elle, organisée par le comité anti-négrophobie et par la Ligue de défense nord-africaine, une manifestation qui a choqué. Des propos ont été tenus, comme par exemple « La France est négrophobe », qui a été scandé par les manifestants. Et puis, le leader de la LDNA a tenu des propos anti-européens particulièrement délirants. La France, je dis bien, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. L'État français exploite son propre peuple. Alors vous imaginez ce qu'ils font en Afrique? Oui, alors c'est assez marrant parce que ce Charlot tient des propos absolument hallucinants depuis des années. Il continue d'être invité, il continue d'être mis en avant, et là, jamais il y a de problème avec les discours de haine. Là. Alors, dans son cas, il n'y a pas de problème, il peut dire ce qu'il veut, c'est pain béni. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis il attaque violemment la France. Alors, voilà. bon, entre nous, il y en a un certain nombre qui l'ont dit à juste titre, je pense à Messia, je pense à Golnisch. Écoutez, s'ils n'aiment pas la France, on ne retient personne, hein. Ils peuvent repartir, voilà. On ne retient personne. Oui, c'est Comment pas une se fait-il prison, que oui. tous ces types qui considèrent que la France, les Français sont racistes, etc., pourquoi ils viennent? Alors, il paraît que dire ça, c'est rangé sous la rubrique racisme. Ah oui, effectivement, c'est BFM qui Ouais. est justement Bruno Gollnisch qui déclarait que les manifestants mécontents du racisme français pouvaient retourner dans leur pays d'origine. Eh bien, pour BFM, c'est effectivement du racisme. Donc voilà, c'est pas très subtil de la part de BFM, mais... Ah, ils font le job, oui. ils gardent la ligne politiquement correcte, ils s'agenouillent eux aussi devant l'idéologie unique, l'antiracisme. Ouais, effectivement, ils sont là en fait pour... C'est de la propagande. Ils marquent la frontière de ce qui est dissible et de ce qui n'est pas dissible. Voilà. Quoi, tout C'est de la simplement. propagande, c'est pas du journalisme. C'est de la censure, c'est pas du journalisme.
Alors la séquence de cette prise de parole un peu délirante du leader de la LDNA, elle a été beaucoup diffusée sur les réseaux sociaux, beaucoup moins sur les médias, même si certains en ont un petit peu parlé par la bande. Mais ces propos ont été quand même commentés sur les émissions de débat. Et dans l'heure des pros, la condamnation du plateau a été totale, jusqu'à Gérard Leclerc, donc c'est pas souvent, donc il faut le souligner. Enfin, presque totale, puisque Claude Issiard, qui est journaliste noir pour RFI, a semblé très réticent à condamner les propos de la LDNA. On ne peut pas dire du président Macron et du membre du gouvernement, le président Macron élu par les Français, que c'est une pourriture. Et il n'y a pas que ça que je retiens. Hein. Non, ça, c'est vraiment le minimum. Hein. C'est marrant que vous reteniez que ça, d'ailleurs. Mais des jeunes qui, grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui expriment leur colère. Une colère qui est extrêmement violente. Qui est extrêmement violente et qui peut-être... Je trouve que vous êtes quand même... Écoutez, il faut excuser des propos que je trouve inacceptables. Il faut que vous compreniez aussi quelle est l'histoire des peuples auxquels appartiennent les deux leaders que vous avez entendus. Vous pouvez effectivement trouver que le propos est excessif, que le propos est extrêmement grave. Non, mais attendez. C'est même pas... Vous pouvez trouver que le propos est très excessif. Vous pouvez trouver qu'il y a peut-être un relent de chiisme, de rejet de l'autre et d'accusations peut-être injustes. Un relent. La France fut un pays esclavagiste et colonialiste. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les épisodes de l'histoire dictent également les rapports entre les uns et les autres. Lorsque vous avez des gens qui vous disent « dans notre pays, nous subissons encore la relégation et des formes de discrimination qui sont inacceptables au regard du projet républicain. » Oui. Vous pouvez l'entendre parce que, et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, mais attendez. Oui, alors en fait, les Français sont un peu pris en tenaille. Alors, il y a d'un côté, on va dire, le discours un peu sommaire, sinon débile de la LDNA, qui passe quand même. Et puis, à l'échelon au-dessus, il y a cet intellectuel africain qui travaille pour RFI, journaliste Service public. Hein. Service public, service public, respect. Qui développe un discours plus intellectuel pour justifier ça à base toujours d'esclavage, en oubliant simplement deux choses, c'est que dans la traite, il y a eu la traite occidentale, la traite orientale qui a touché 2 fois plus de personnes que la traite occidentale, et surtout la traite intra-africaine. Voilà. C'est-à-dire qu'un certain nombre de familles africaines, ils ont fait de la traite. Qui continue encore aujourd'hui. Qui continue, et d'ailleurs la traite orientale continue encore plus ou moins. Oui, en Libye notamment. Et puis dernier élément, c'est vrai qu'il y a beaucoup de civilisations qui ont pratiqué l'esclavage, mais il y en a une qui l'a aboli, c'est la civilisation européenne. Voilà. Alors, on va les renvoyer dans leur but, mais ça c'est rarement dit. Voilà. Les gens ne rappellent pas les faits parce qu'ils ont peur de rappeler les faits, et donc le mensonge s'impose même dans les esprits. Et ce qui m'a marqué dans cette séquence aussi, c'est qu'on voit quelqu'un qui est très lettré, qui est très fin, qui semble parfaitement assimilé, et qui malgré tout, on n'est même pas dans le refus de condamner la LDNA, c'est qu'en fait il apporte un appui intellectuel, et ça tendrait à démontrer, il faut être très prudent évidemment, mais que finalement, même parmi les extra-européens qu'on considère comme assimilés, il y a une solidarité ethnique qui est si forte qu'on en vient même à légitimer les propos de la LDNA. C'est assez incroyable. Une séquence qui a moins fait parler d'elle, mais qui était très intéressante, c'est l'interview sur France Inter de Fatou Diomé par Ali Badou. Si je me mets à dire que je suis encore colonisée, j'invalide le travail de Senghor et de Césaire. J'ai beaucoup trop de respect pour eux pour dire que le travail est à refaire. Autrement dit, il faut tourner la page. Il est fait. Oui. Ça y est. Oui, pour moi, il est fait, et parce que je veux regarder le monde d'aujourd'hui. Et c'est clair que s'enfermer dans la colonisation et l'esclavage, on risque moins, par exemple, à critiquer l'esclavage, parce que nous sommes tous d'accord, qu'à critiquer la politique de l'immigration actuelle et puis le silence de l'Union africaine. Affrontons les problèmes d'aujourd'hui, parce que sinon, on va stagner encore dans les jérémiades. C'est un discours assez raisonnable, qui renvoie d'ailleurs à une des grandes figures de la négritude, à l'époque où on pouvait utiliser ce terme, puisqu'il l'utilisait lui-même, à savoir Léopold Sédar Senghor. Mais c'est un peu un autre monde. Alors, autre séquence médiatique marquante, c'est sur France 2, où Yannick Noah s'est ému du silence des sportifs blancs sur le cas George Floyd. Mais moi, ce qui me gêne, ce sont tous des métis ou des noirs. Pourquoi ? C'est une injustice qui parle, qui devrait parler, et en tout cas sensibiliser tout le monde. Vous dites aux autres sportifs, par exemple, blancs, s'ils peuvent s'engager, dire les choses ?
Oui, parce que leur silence me gêne. Alors, d'abord, Noah ment. Noah ment parce qu'il y a beaucoup de sportifs blancs, comme il dit, blancs, donc il racialise un peu les choses. Hein. Alors pour être précis, c'est même Laurent Delahousse qui lui met le mot dans la bouche, même si Noah le... Laurent Delahousse, il aurait pu faire son boulot s'il était journaliste, de lui dire, écoutez, non, vous avez tort, là, il y a beaucoup de sportifs des blancs, joueurs de foot, des joueurs de foot blancs, il n'y en a pas trop, mais enfin... Si, il y en a beaucoup en Angleterre, il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a beaucoup même en France. Bon, et donc, il ment. 2, alors, au-delà du mensonge, ce qui est intéressant, c'est qu'il estime que le silence est interdit. C'est-à-dire qu'on est passé d'un stade où certains propos étaient interdits à un stade où certains propos sont obligatoires. Ouais, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter de ne rien dire, vous ne pouvez pas vous contenter... il faut tenir le propos obligatoire. Ça, c'est quand même une avancée assez grande vers le totalitarisme. Et il y a peut-être une autre obligation bientôt, en plus de dire qu'on est solidaire de l'antiracisme, bientôt on devra peut-être même tous se mettre à genoux, qui sait, parce que c'est peut-être la phase d'après. Ils vont avoir un peu de mal avec nous. Ça, c'est clair. Ils vont avoir un peu de mal avec nous. Oui, avec nos téléspectateurs également. Autre séquence sur le plateau de C'est à vous, Pascal Blanchard, qui est historien, profite de l'affaire George Floyd pour donner son avis sur les relations entre les Noirs et les Blancs. Les Blancs ne peuvent pas comprendre ce que ressentent les Noirs. Voilà, c'est simple. Aussi Ils ne le vivent simplement pas. que ça. Mais oui, ils ne le vivent pas. Vous n'avez pas juste peur. Quand vous rentrez dans un métro, quand vous êtes un homme noir, vous n'avez pas la même peur qu'un homme blanc. C'est un avantage, un privilège. On ne se pose pas des questions le matin en se rasant quand on est blanc, en société blanche. Voilà. C'est mon ami Lilian Thuram qui dit toujours cette phrase que je trouve intéressante, c'est pas les Blancs qui devraient avoir peur des Noirs, mais les Noirs qui devraient avoir peur des Blancs, en fait. Parce que dans l'histoire, c'est plutôt eux, depuis les champs de coton, qui ont pris plutôt cher. C'est ça l'histoire coloniale, c'est ça l'histoire de l'esclavage. Et on continue dans cette pratique de manière certes différente, et de temps en temps, ça devient visible. Alors là aussi, la présentation de Blanchard est malhonnête. On dit Blanchard est historien. Ouais. C'est pas n'importe quel historien. Il y a un autre historien qui a fait des travaux extrêmement intéressants sur ces sujets-là, Pétré Grenouillot, on ne l'invite jamais. Mais bon, sauf que Blanchard, il n'est pas seulement historien, il est surtout à la tête d'une agence de communication et son business, eh bien, c'est de vivre sur l'exploitation du souvenir de l'esclavage et du souvenir de la colonisation. Donc, voilà, ça serait au minimum honnête de dire historien, virgule, agent de communication, et pas simplement historien. Ça, c'est un petit bobard par occultation. Et on pourrait peut-être faire signe à la LDNA de s'occuper un peu du cas de Blanchard, puisqu'il vit sur l'exploitation, finalement, de la repentance coloniale, alors qu'il est blanc. Il s'appelle Blanchard, en plus. Ouais, donc alors là, c'est double peine. Quand même, hein, attention. Alors, autre élément qui montre l'offensive des minorités raciales dans le discours médiatique et dans la politique tout court, eh bien, c'est l'affaire Traoré, une affaire sans fin avec ce nouveau rebondissement. Nicole Belloubet qui annonçait, selon l'Express, recevoir la famille d'Adama Traoré. Et finalement, eh bien, la famille refuse de la voir. C'est leur avocat qui s'exprime sur Twitter au nom de la séparation des pouvoirs, ce qui fait dire à Gabriel Cluzel eh bien, que la famille Traoré donne une leçon de droit constitutionnel à l'exécutif. On est au-delà de Théo et Leonarda, ajoute-t-elle. Jean-Yves, l'affaire Traoré, on connaît des rebondissements incroyables. Oui, absolument. Alors là, maintenant, la dernière déclaration d'Assa Traoré, c'est que la famille pourrait accepter, sous certaines conditions, d'être reçue par le président de la République. Là, vraiment... On va très fort. Hein. Là, Théo et Leonarda, ils sont battus à plat de couture. Et Macron, j'allais dire Micron, est d'un niveau quand même plus grandiose encore que François Hollande. Et ce qui est intéressant, c'est que ces propos d'Assa Traoré ont été tenus lors d'une conférence de presse où là, il y avait tout le gratin des journalistes, évidemment. Là, les micros sont tendus, il n'y a aucun souci. Ah ouais. Alors, à saluer le beau travail de Valeurs Actuelles sur le fond de l'affaire Traoré. Dans cet article, les mensonges de l'affaire Traoré contre-enquête sur une instrumentalisation, donc, qui est très complet. Et puis, autre événement qui montre bien une offensive des minorités en France, eh bien, c'est l'offensive contre le racisme dans la police.
Avec l'enquête du média d'extrême gauche Street Press sur un groupe Facebook comportant quelques publications racistes, eh bien, il semble bien, Jean-Yves, que la police soit dans le viseur médiatique. Oui, alors cette affaire de Facebook est quand même assez inquiétante puisque ce sont des propos privés. Or, poursuivre des propos privés, ce qui est possible effectivement, puisqu'il y a un décret qui le permet, poursuivre des propos privés, c'est particulièrement totalitaire. Alors Jean-Yves, on pourrait quand même vous répondre que c'est dans un groupe Facebook privé, certes, mais il y avait plusieurs milliers de membres, et donc, bon... Il peut y avoir des réunions privées avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de membres, non Je vous donne, voilà, un peu le contraire. Bon, en tout cas, c'est totalitaire, d'autant plus que là-dedans, il y a de tout. Il y a tout simplement l'évocation de certains faits. Il y a aussi des traits d'humour, bon, pas forcément de bon goût, mais enfin voilà. Quand on commence à pénaliser le rire, c'est que ça va très mal. Ça va très très mal. Alors Jean-Yves, ce qui n'est pas une blague, par contre, c'est l'offensive générale contre la police, du coup. Oui, alors il y a... d'abord, il faut resituer les choses. Aux États-Unis, il y a près de 1000 tués par la police lors d'interpellations ou d'autres événements. En France, il y en a... Par an. En France, il y en a une dizaine, parfois un peu plus. Bon, donc on voit déjà que c'est plus du tout la même situation. Deuxièmement, une partie de ces morts sont parfaitement justifiées. Quand un terroriste se balade avec un couteau pour égorger des gens, il est assez normal que la police le neutralise, comme elle l'a fait dans ses propres locaux de la préfecture de police pour Michael Harpon. Donc, sur cette dizaine de morts, il y en a un certain nombre qui, malheureusement, sont justifiés. Bon, il y en a d'autres aussi, ce sont des interpellations qui tournent mal, et c'est tout à fait regrettable. Il y a eu un cas, d'ailleurs, en début d'année, pour un délit routier, une personne qui s'appelle Cédric Chauviat, qui est morte à la suite de son interpellation. C'est tout à fait regrettable. Ça n'a pas fait d'émeute, en l'occurrence à l'époque, parce que le gars est blanc ou assimilé à un blanc, en tout cas pas noir, pas arabe, pas voilà, et donc il n'y a pas d'émeute. Ça reste tout à fait regrettable, mais en l'occurrence, il n'y a pas d'erreur. Il y a quand même ce que vous rétorqueront certains, c'est qu'il y a beaucoup d'extra-européens qui sont visés par la police plutôt que de blancs. Oui, alors, c'est parfaitement exact, mais c'est un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a proportionnellement plus de Noirs qui sont interpellés par la police que de Blancs, mais c'est à proportion des crimes et délits violents que les uns et les autres commettent. Et c'est exactement pareil en France. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de Noirs ou de Maghrébins interpellés par la police par rapport à leur population que de Blancs, mais quand vous regardez, quand vous étudiez les statistiques ou les études scientifiques sur immigration et délinquance, eh bien oui, il y a plus de Noirs ou de Maghrébins interpellés parce qu'il y a proportionnellement plus de Noirs ou de Maghrébins qui commettent des actes de délinquance ou de trafic. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a 6% d'étrangers. Il y a 16% d'homicides commis par des étrangers. Ça fait déjà 3 fois plus. Bon, voilà. Ensuite, il y a eu des études dans le déni des cultures, sur la mise en cause des Africains par rapport au reste de la population. Il y a 3 fois plus de mise en cause pour les crimes et les délits. Donc c'est normal qu'il y ait 3 à 4 fois plus d'interpellations par la police. Bon, il y a eu une étude menée sur tout le ressort du tribunal de Grenoble de 1985 à 2000 qui montre que les Français autochtones sont 2 fois plus victimes de faits graves qu'ils n'en sont les auteurs. Et qu'à contrario, les Africains et les Maghrébins sont 3 fois plus auteurs d'actes violents qu'ils n'en sont les victimes. Donc c'est assez normal que la police s'interpelle plus les uns que les autres. Voilà, c'est parfaitement normal. Alors ces chiffres-là, par contre, on pourra vous rétorquer qu'ils sont quand même un petit peu anciens, qu'ils datent ou qu'ils sont peut-être un peu imprécis. Oui, alors pas tous, parce que 52% des viols à Paris sont commis par des gens de nationalité étrangère. Ça, c'est un chiffre récent. Alors je vous accorde que mes chiffres sont parfois anciens, mais moi je ne demande qu'à avoir des chiffres récents. Et je pense qu'il faut avoir des statistiques ethniques, ou à défaut de statistiques ethniques, eh bien qu'on étudie qui sont les victimes
par le prénom, par le patronyme, qui sont les auteurs d'actes violents, de viols, de meurtres, par le nom et le prénom, qu'on fasse des études. Moi, vous me dites, mais vos chiffres, ils sont un peu anciens. Alors, ils sont très bien documentés sur le site Polémia et sur un site qui s'appelle Je réinforme. Tout ça est très solide, très documenté, très statistique. Bon, alors on me dit c'est ancien. Bah oui, mais moi, je ne demande qu'à avoir des chiffres récents. Et vous n'êtes pas le seul, Jean-Yves, puisque Quotidien est parti interroger deux spécialistes de l'antiracisme sur la question des statistiques ethniques en leur demandant s'ils étaient favorables à cette pratique. Doit-on, selon vous, compter, faire usage des statistiques ethniques ? Oui, car c'est la seule façon de démontrer l'existence d'un racisme systémique en France. S'il s'agit de faire des études pour regarder quelles sont l'ampleur des discriminations, bien évidemment qu'il faut faire des statistiques. Après, évidemment, la difficulté ou le danger, c'est de venir figer des identités à travers, finalement, le fait de ne plus voir la société qu'à travers des catégories raciales. Alors, moi, bravo, je dis bravo, chiche, sortons les statistiques. Moi, je vais encore vous en sortir une autre. Il y a eu 25 gilets jaunes éborgnés depuis à peu près 18 mois. Aucune enquête de l'IGPN aujourd'hui n'a débouché. Aucune enquête. Il y a eu un émeutier Adnan, dans une émeute urbaine, qui a été éborgné au début de l'année. Le policier qui a tiré au LBD a été immédiatement suspendu. Donc on voit très bien que c'est deux poids, deux mesures, mais pas du tout dans ce qu'on veut bien nous dire. Parce qu'au fond, le policier, le message qui est envoyé au policier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous pouvez éborgner des manifestants opposés au gouvernement. Ça, vous avez le droit. Bon. Par contre, vous n'avez pas le droit d'utiliser des balles de défense contre des émeutiers dans les banlieues de l'immigration. Voilà le message qu'on leur envoie. Hein ? C'est pas facile pour eux. Passons à la revue de presse. Et on commence la revue de presse avec, Jean-Yves, ces 3 photos des policiers qui accompagnaient Derek Chauvin lors de la mort de George Floyd. C'est une assez belle image de l'Amérique multiethnique, hein, puisqu'il y a un noir, un afro-américain, on va dire, un blanc et un asiatique. Voilà. Donc le racisme de l'équipe, déjà, c'est difficile de faire mieux dans le multiethnisme. Bon, d'ailleurs, c'est aussi ce qui s'est passé avec l'interpellation de Traoré, où 2 des 3 gendarmes étaient antillais. Quand même assez difficile de dire qu'il s'agissait par racisme, ou alors c'est un peu surprenant. Autre événement médiatique, eh bien, c'est un dérapage, Jean-Yves, un dérapage de Julien Audoul qui dérape, selon Non-Stop People. On va analyser ce fameux dérapage. Oui. Est-ce que, par exemple, vous soutenez le combat de la famille Traoré aujourd'hui ? Non, je ne soutiens pas le gang Traoré, qui est une famille... gang ? Oui, c'est un gang, c'est une famille de délinquants. Monsieur Traoré n'a pas été tué parce qu'il était noir. Monsieur Traoré a malheureusement été tué lors d'une interpellation parce que c'est une racaille. Voilà. Il ne faut pas inverser les choses. Bon, Audoul, il dit les choses. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que c'est malheureux que Traoré soit mort, bien sûr. Mais il dit aussi que c'est une famille de racailles, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de délinquants beaucoup, et de grands délinquants dans cette famille. C'est comme dans les 7 familles. Hein. Je cherche le frère braqueur, je cherche la sœur agresseur, je cherche le frère violeur. Enfin voilà, c'est les 7 familles un peu, hein, dans la famille Traoré là. En tout cas, donc du coup, Julien Audoul, c'est considéré comme un dérapage, en tout cas, cette chose. Oui, dès que vous dites dire les choses, c'est déraper, c'est clair. Et on note également dans le Figaro, Marine Le Pen se désolidarise de Julien Audoul qui a relativisé la mort d'Adama Traoré. Oui, alors Marine Le Pen, je crois qu'elle n'a toujours pas compris qu'il ne fallait pas lâcher les siens, qu'il fallait plutôt les soutenir et qu'on ne se dédiabolisait pas en diabolisant son voisin ou ses propres élus. Je crois qu'elle n'a toujours pas compris. Peut-être qu'elle comprendra un jour. Surtout que pour le coup, c'était pas un dérapage. En plus, c'est pas, vraiment... Bon, qu'elle s'occupe de ses chats. Pour autre actualité, eh bien, c'est Éric Zemmour qui est attaqué par une gilet jaune, Jean-Yves, Priscilla Ludowski, qui a lancé une pétition pour qu'Éric Zemmour soit banni des médias pour incitation à la haine, etc. Donc c'est un peu étonnant, une gilet jaune opposée à la liberté d'expression. Oui, mais elle est manifestement une gilet jaune
connecté avec l'extrême gauche, voire avec d'autres officines soi-disant antiracistes, quoi. Enfin, un gilet jaune, oui, contre la liberté d'expression, franchement, c'est pas d'une grande intelligence. C'est assez étonnant. Alors ça n'empêche pas que pendant ce temps-là, Éric Zemmour réalise des audiences très fortes. Toute la chaîne CNews sur les débats fait fort avec Pascal Praud qui fait des bons scores également. Mais sur CNews, on voit 473 000 spectateurs lors d'une émission récente. Pour Éric Zemmour et Christine Kelly, c'est quand même très important. Alors, c'est d'autant plus important que quand il est arrivé, il y avait l'audience, c'était 80 000 personnes. Donc, en 6 mois, à peu près, un peu plus de 6 mois, il a multiplié par 6 l'audience. Voilà, et c'est pas fini. C'est pas un mince exploit. Et la recette est assez simple. C'est d'abord une grande agilité intellectuelle, mais aussi le fait de dire les choses, sans langue de bois. Heureusement que Marine Le Pen ne le commande pas tous les jours, parce qu'elle trouverait qu'il dérape. Alors, autre actualité bien triste, c'est la menace de mort au domicile d'un journaliste de Brésinfo à Nantes. C'est quand même une nouvelle un peu inquiétante. Oui, et qui n'a pas ému grand monde, parce que le journaliste étant mal pensant, c'est bien normal que les antifas s'en prennent à lui. C'est comme quand il y a une attaque pour une librairie, si la librairie est mal pensante, tout ça est jugé normal. La liberté d'expression, c'est pas la même chose pour tout le monde. Alors, autre actualité, c'est ce tweet de Bruno Jeudi, la création par le gouvernement d'une commission indépendante sur sa propre gestion de la crise sanitaire. Il fallait oser. Effectivement, le gouvernement veut... Alors, je pense que Bruno Jeudi fait du second degré. Parce que créer une commission indépendante, c'est un gag, puisque qu'est-ce que fait un gouvernement qui crée une commission indépendante ? Il choisit des gens très dépendants. Ouais. Des gens qui ont fait carrière, qui ont eu besoin de crédit, qui aiment les décorations. Voilà. Donc, on choisit des gens dépendants pour faire des commissions indépendantes. Non, il pourrait y avoir une vraie commission indépendante. Ce sont les commissions parlementaires, pas l'Assemblée nationale, puisqu'elle est dirigée par Ferrand. Donc, autant dire qu'on ne verra rien. Par contre, au Sénat, il y aura, je pense, un vrai travail de commission réellement indépendante fait par le Sénat. Les assemblées, de ce point de vue-là, savent travailler. Alors, pour finir cette revue de presse, Jean-Yves, direction d'abord la Belgique avec Anvers qui retire une statue de l'ex-roi Léopold II, conquérant du Congo, et ce tweet qui est repris par Jean-Michel Apathy. Et il écrit « En Belgique, on réagit enfin au crime de la colonisation. En France, à Paris, on continue d'honorer le sinistre Bugeaud, enfumeur des populations en Algérie. Des populations innocentes en Algérie. » Bugeaud, il appartient à l'histoire de France. Il a procédé à la conquête de l'Algérie, donc c'est une guerre, c'est évident. On lui doit quand même d'avoir permis, par la conquête de l'Algérie, l'arrêt de la piraterie barbaresque, de l'enlèvement d'un certain nombre d'Européens et de chrétiens, qui a duré pendant des siècles en Méditerranée et qui n'a été interrompu que par la conquête de l'Algérie. Donc, au fond, Bugeaud, il a beaucoup fait contre l'esclavage. Bon, alors par contre, les moyens, je ne les connais pas exactement, mais n'étaient sans doute pas très... La guerre, jusqu'à une époque récente, et même encore maintenant, utilise quand même toujours des moyens... Oui, la bombe atomique américaine... la guerre, c'est la guerre. Hein, voilà. Ouais. Et on ne doit pas juger... en fonction des critères d'aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a 2 siècles. Ça, c'est une aberration totale. On va garder ça en tête. Et on va passer au deuxième sujet, les émeutes à l'international, le Covid-19 à la trappe. Et on part donc à l'international, mais tout d'abord, on reste un petit peu en France. On a toujours un pied en France et un pied en Angleterre, puisqu'on va parler de ce reportage de CNews sur les manifestations outre-Atlantique et outre-Manche. Ce que nous voulons, la justice. D'une seule voix, le slogan de milliers de citoyens résonne dans les rues de New York pour protester contre les violences policières et le racisme. Une vague de protestations pacifistes qui touche aussi l'Europe. À Londres, ils sont des milliers réunis devant le Parlement. L'expression manifestation pacifiste est mensonger, puisqu'il y a eu partout des violences, y compris d'ailleurs dans la vidéo qu'on voit, on voit des scènes de violence au début. Alors, faut pas nous dire que c'est des manifestations pacifistes. Non.
Et c'est pareil en Angleterre. On a dit aussi, c'est des manifestations pacifiques. Mon œil. Exactement, puisqu'on va le voir avec un beau bobard d'un média anglais, la BBC, s'il vous plaît, qui tweet « 27 officiers de police ont été blessés durant des manifestations antiracistes largement pacifiques ». Donc effectivement, Jean-Yves, on voit que c'est... Alors, 27 policiers blessés, en Angleterre, c'est quand même très important. Parce que la culture de la manifestation est tout à fait différente. D'ailleurs, on voit que les policiers, ils sont pas du tout armés comme des Robocop. Ils ont pas du tout l'habitude. Normalement, ils sont là, ils tiennent une position, les autres n'attaquent pas. Donc c'est vraiment une exportation en Grande-Bretagne des méthodes de manifestation américaines et françaises. Oui. Et donc largement pacifique. Non, pas largement pacifique. Et dans ce même article de la BBC, eh bien, on voit une photo qui montre les policiers face à la foule. Et en fait, cette photo, elle a été éditée, c'est-à-dire qu'une partie de l'image n'est pas visible. Et quand on voit l'image en entier, on voit que la foule en face est largement menaçante, puisqu'il y a un bâton qui est brandi contre les policiers. Alors, l'erreur a été réparée, mais c'est quand même... Un petit bobard par l'image. Ouais. Enfin, un petit bobard par l'image, plus un petit bobard par le titrage, ça commence à faire un gros bobard. Oui, on enchaîne le bobard. Sachant que la BBC, c'est censé être quand même c'est le service public. Respectable. Voilà. Oui, c'est le service public. Bon, l'avantage de la BBC, c'est que c'est pas nous, avec nos impôts, que c'est payé, c'est avec les impôts des British. C'est vrai, pour une fois, on peut regarder ça très tranquillement. Ouais. Alors, cela rappelle quand même étrangement cette scène, la semaine passée aux USA, avec un journaliste de MSNBC qui déclarait devant un immeuble en feu, et puis incendié par les émeutiers, évidemment, hein. Il déclarait « Je veux être clair sur la manière de caractériser ce qui se passe. C'est avant tout une manifestation. Ce n'est globalement pas un événement ingérable ou délictueux. » Donc, Jean-Yves, on voit que finalement, les journalistes ont la même attitude de minimisation partout. Oui. Alors avant les émeutes raciales, eh bien, les médias américains, notamment, étaient vent debout contre les manifestations anti-confinement, réunissant souvent plutôt des blancs favorables à Trump. Et on a donc plusieurs titres qui datent un petit peu, mais qui sont très évocateurs aujourd'hui, avec par exemple « Les opposants au confinement ont le devoir moral de renoncer à l'aide médicale », ou encore ce titre de Vox « La blancheur des manifestations contre le confinement », avec ce sous-titre « Comment l'ignorance, les privilèges et le racisme anti-noir amènent les manifestants blancs à risquer leur vie ». Un autre titre d'USA Today, « Les manifestations anti-confinement mettent en danger votre santé et ralentissent la relance de l'économie américaine ». On a aussi le célèbre humoriste médiatique Jimmy Kimmel qui se moquait des opposants anti-confinement et pro-Trump qui étaient suicidaires selon lui. Et on a enfin The Guardian qui titrait « Les manifestations anti-confinement pourraient avoir diffusé largement le virus ». Et Jean-Yves, aujourd'hui, tout semble très différent. Oui, si vous voulez, les médias, ils ont des périodes. Ils fonctionnent par sidération. Et donc, on a eu la période Covid, sidération médiatique. On ne parle plus que du coronavirus. Et on est dans une oppression. Rien ne doit dépasser du confinement absolu. Ça, c'est la première période. Et puis là, coronavirus, il a disparu. Il a peut-être d'ailleurs, il circule plus beaucoup, à vrai dire. Mais heureusement, parce qu'avec toutes ces manifs, s'il circulait vraiment, là, on verrait les choses. Hein. Mais maintenant, on est dans la période sidération Floyd, sidération antiraciste. Donc, on ne parle plus que d'antiracisme et ça justifie absolument tous les débordements. Alors, honnêtement, le gouvernement français, il est quand même dans une contradiction absolue, puisqu'il maintient le confinement. En partie, les restaurants sont toujours fermés. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont encore très, très limitées. Fermés et contrôlés. On a vu des scènes de policiers qui allaient en terrasse. On filme la police intervenant, etc. Et puis alors, les manifs, on en est quand même à la 3e, avec des milliers ou des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Là, ça pose plus de problème. Et 3e à Paris, puisque si on compte la province en plus, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc c'est assez extraordinaire quand même. Hein. Et d'ailleurs, on note aussi que 1200 experts de la santé ont appelé à manifester contre la suprématie blanche, malgré les règles de distanciation, en disant que l'antiracisme était plus important que la santé. Donc c'est vraiment Alors, ceci étant, l'épidémie d'antiracisme est beaucoup plus grave que l'épidémie de Covid. Et on n'a pas encore trouvé le vaccin. Non, et effectivement, c'est quelque chose qui se diffuse beaucoup en ce moment. Alors, pour finir sur cette
sur cette page internationale, on a Donald Trump, qui a été attaqué par l'AFP, la France qui s'illustre encore, avec ce tweet. Donald Trump, à propos de la baisse surprise du chômage en mai, j'espère que George Floyd nous regarde de là-haut en pensant que ce qui arrive au pays est grandiose. C'est un grand jour pour lui, c'est un grand jour pour tout le monde. Donc quand on lit ce tweet de l'AFP, Jean-Yves, on se dit, Donald Trump est complètement idiot. George Floyd ne serait pas heureux de savoir qu'il n'y a plus de chômage, quoi. Non, et en fait, l'intervention de Trump, c'était, il serait heureux de savoir qu'on va faire qu'il n'y ait pas de discrimination raciale dans la police, ce qui est un compromis, une concession d'ailleurs, parce que la police américaine, elle est multiethnique et elle interpelle les gens en fonction des délits et des crimes, beaucoup plus qu'en fonction de la couleur de peau. Mais enfin, peu importe. En tout cas, l'AFP l'a fait très fort. En tout cas, l'AFP a trahi... a complètement trahi, déformé mensongèrement le propos de Trump. Et quand on regarde on est habitué. Et quand on regarde la vidéo originale, ça ne peut être que volontaire, puisque c'est parfaitement clair. Donc c'est une manipulation éhontée. Agence française de propagande. C'est vrai. Écoutez, ça va être la fin de cette émission. Jean-Yves, vous avez un coup de chapeau à l'incorrect. Oui, un coup de chapeau à l'incorrect, avec un titre assez drôle, Remigration. Sauver des vies, rentrer chez vous. Ça part d'une bonne intention et avec une couverture assez humoristique avec des traces d'avions. C'est une forme de retour au pays sympathique dans des conditions sans doute très humaines. En tout cas, c'est un beau numéro, bien documenté, bien enlevé, qu'on doit pouvoir trouver en kiosque ou par abonnement. Très bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de partager cette émission autour de vous. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.